Ça vous a fait du bien? Pas mal, hein? Donc, Johan Rock, on parle ensemble d'un livre, entre autres, et bien sûr de tout travail, mais qui est aujourd'hui un livre. Ce livre, mesdames, messieurs, est un livre d'anticipation. On peut le dire comme ça. C'est l'histoire d'un homme qui pourrait s'appeler Johan Roche, qui est grand-père et qui parle à son petit-fils. Dans ce livre, j'ai calculé, vous avez 73 ans, à peu près. C'est ça? C'est ça. Parce que je dis qu'il y a 68 ans que vous faites des arts martiaux, alors je me suis dit, il a dû commencer à 5 ans. C'est ça. Voilà, donc ça fait 73. Peut-être on peut baisser la musique, non? Ouais, on peut même l'enlever, c'est pas de problème. Comment l'astrologie, parce qu'à la base, vous êtes quand même champion d'art martial, de judo. Tout dépend ce qu'on met derrière le mot champion. En tout cas, j'ai fait du judo dans les sphères de haut niveau, donc les pôles, qu'on appelle les pôles espoir, pôle France, FINSEP, jusqu'à une blessure au genou, donc le classique du judoka, la rupture du ligament croisé. Et à partir de là, a commencé à s'ouvrir un chemin un peu particulier, quoi, autour de la spiritualité des arts martiaux en premier, et jusqu'à la rencontre avec un astrologue en 2010. Et ça a été une révélation pour moi, parce qu'en l'espace de 5 minutes, ce gars qui avait une carte, dont je ne comprenais rien, mais j'étais complètement fasciné par ces glyphes, cette structure zodiacale, et puis la connexion qu'il y avait avec quelque chose de plus grand, et qu'en l'espace de 5 minutes, ils mettent des mots sur des problèmes que j'avais depuis toujours, depuis 24 ans à cette époque-là. Et là, en sortant, je me dis, bon, bah, c'est ça que je veux faire. Donc, il m'a pris sous son aile, et puis pendant 10 ans, il m'a transmis son art. C'est vrai que finalement, le petit Achille dans ce livre, ça pourrait être aussi Johan Roche. Exactement. Alors, il a de la chance, Achille, parce qu'il a un grand-père qui est la synthèse de tout le cheminement que moi, il m'a fallu faire pour aller à la rencontre d'enseignants. C'est-à-dire que, surtout et particulièrement, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui connaissent l'astrologie bien ou pas? Non, pas forcément. Et dans l'astrologie, c'est un mot générique. Hein. C'est comme parler du christianisme, de l'islam. Il y a des christianismes, il y a des islams. Oui, pardon. Il y a plusieurs courants, quoi. Et en astrologie, il y a pléthore de techniques et de courants et de mouvances. Et moi, ce qui me fascinait, c'était de me dire comment des personnes de l'autre côté de la Terre qui utilisent d'autres techniques différentes avec une autre approche arrivent à raconter exactement la même chose. Ça montre bien que, au-delà du support technique, il y a bien des courants spirituels qui passent pour transmettre la même chose. Alors on va en parler. Donc vous l'écrivez dans votre livre, vous pratiquez l'astrologie vibratoire. Vous dites d'ailleurs que sa transmission se fait par l'oralité. Alors comment est-ce qu'on définit l'astrologie vibratoire? Parce qu'on connaît tous, on entend parler de l'astrologie. Quelle est la différence? Quelle est la définition de cette astrologie-là? Aucune. C'est-à-dire que l'astrologie vibratoire, j'ai mis ce nom-là pour que ça interroge. Tiens, mais c'est quoi l'astrologie vibratoire? C'est pas l'horoscope, déjà. Et c'est ce qu'elle est depuis toujours, en fait. Elle est vibratoire. C'est un non-sens de dire l'astrologie est vibratoire, tout comme l'astrologie karmique, l'astrologie holistique, l'astrologie que sais-je. L'astrologie, elle est tout ça. Elle est censée être tout ça à la fois. Karmique, holistique, vibratoire. Mais je rajoute vibratoire parce que dans la perception qu'on a, en Occident surtout, voire même en Inde, donc l'astrologie védique, qu'on appelle Jyotish, la science de la lumière, c'est son nom, on va avoir tendance à penser qu'on est influencé par des astres, par des planètes qui détiennent un pouvoir, et donc on a transféré le pouvoir qu'on a délaissé entre les mains d'un Dieu le Père qui décide de tout pour nous, on a transféré ça sur les planètes. Et l'astrologie vibratoire, elle nous responsabilise, en fait, elle nous dit depuis toujours, elle nous dit, mais en fait, les astres induisent une énergie, mais c'est à nous d'avoir la responsabilité de choisir comment est-ce que je veux utiliser cette énergie. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà fait des arts martiaux. Quand j'ai un adversaire en face de moi, c'est soit je fais comme s'il n'existait pas, je vais me prendre des coups. Donc si je fais comme s'il n'y avait pas de courant cosmique, des saisons qui parlent de mes saisons intérieures, que je n'intègre pas dans ma vie, je vais me prendre des coups. Je ne vais jamais être calé au bon moment dans mes actions, dans mes façons de penser, dans mes désirs, dans mes besoins. Soit je vais mettre des œillères, soit je vais vouloir me mettre comme ça, mais je vais quand même prendre des coups, je vais subir. Soit j'y vais contre, et je vais me faire mal. Soit l'adage, la maxime majeure des arts martiaux, c'est «
l'utilisation de l'énergie de l'adversaire. Comment je peux utiliser cette force-là pour la retourner dans le sens qui va être bon pour moi. Donc ça me responsabilise dans l'histoire. L'astrologie, c'est ça. La connaissance du rythme vibratoire du ciel, comment je peux le connaître et me responsabiliser à me dire, tiens, comment je peux utiliser ce que le ciel m'envoie pour aller accomplir quelque chose dans ma vie. Si je dis que l'astrologie, selon Johann Roche, n'est pas prédictive, est-ce que je dis une bêtise? C'est pas une bêtise, même pas. C'est que moi je suis pour une astrologie intégrative, dans le sens où vous entendrez sûrement dans le milieu astrologique des petites guéguerres entre astrologues, genre les astrologues d'Occident qui utilisent un système différent que ceux de l'Inde. En gros, ils s'occupent des constellations, nous on s'occupe plutôt, on va dire, du rythme des saisons. Donc eux ils vont dire non, eux ils ont tort, non, eux ils ont tort. Et puis il y a la théorie du 13e signe. Et puis il y a la théorie de, en fait, il faut prendre les astéroïdes. Les prédictions. Moi je pense que l'astrologie est intégrative si on considère spirituellement que tout est un. On vit dans une conscience unifiée. Ce qui est de l'ordre de votre convention à vous, si vous validez un système, il devient vrai en fait. Et donc ça veut dire qu'il n'y a plus de loi à partir de ça. Donc je pourrais très bien dire, moi j'ai aucun problème avec les personnes qui font de la prédiction. Moi, c'est pas mon truc. Je préfère faire de la prévision. On en parlait ce matin avec Sonia et Richard. Dans le sens, tiens, il y a une vague énergétique qui arrive dans ta vie là, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Le but, c'est pas de te dire qu'est-ce qui va se passer, sinon je te fige dans un potentiel. Donc en gros, je prends le pouvoir sur toi. Par contre, si je te dis, voilà la vague d'énergie qui arrive, et tous les potentiels auxquels elle t'invite, qu'est-ce que tu veux en faire? Cette vague, tu peux décider de faire comme si elle n'existait pas, tu peux nager en dessous, tu peux travailler ta nage, tu peux fabriquer une planche de surf, tu peux pleurer dessus, tu peux rire dessus. Donc on n'est pas maître de notre destinée là-dessus, on est maître de la façon dont on vit nos épreuves et nos expériences de vie. Ça veut dire que les astres sont là pour éveiller notre conscience finalement, c'est ça? Je pense, ouais. Je pense même que cette dimension, elle a malheureusement disparu en Occident. Et quand, tu vois, moi je rectifie, ça, c'est pas l'astrologie de Johann Roche, hein. Ça serait ultra prétentieux de ma part de dire « Ah, mais moi, je vous amène la vraie astrologie ». Pas du tout, hein. Moi, je fais que de passer, notamment dans ce livre-là, ce que mes enseignants m'ont transmis. Donc, le premier, c'est un astrologue, pendant 10 ans, un astrologue qui a reçu son enseignement de frères franciscains. Donc si vous vous posez la question que si la religion condamne l'astrologie, vous avez la réponse avec ça. Hein. Il a reçu son enseignement de frères franciscains, et un jour je rencontre un astrologue védique, donc pas du tout le même système, qui me transmet aussi ses connaissances, et là je me rends compte qu'en fait il y a une base commune. Cette base commune nous dit que ces planètes, ces astres qu'on voit là-haut à des années-lumière de nous, ne sont que la manifestation physique, comme vous, je vous vois là, vous êtes la manifestation physique d'un esprit bien plus grand que cette manifestation physique. Et bien, les astres, c'est la même chose, et particulièrement le soleil, qui est... Alors ce matin, on parlait de vibration. Est-ce qu'on peut parler de vibration quand on parle d'astrologie? Et qu'est-ce qui définit la vibration de l'astrologie? L'astrologie, elle est vibratoire parce qu'elle ne traite que d'énergie. C'est-à-dire que la connaissance du ciel nous montre quel est l'état énergétique cosmique actuel et comment moi, en tant qu'être vibratoire, je vais me synchroniser avec ça pour créer l'harmonie dans ma vie. Donc elle est vibratoire dans le sens où tout est vibratoire en fait. Il n'y a pas une seule chose qui n'est pas vibratoire dans notre vie. Et ça veut dire que du coup sur un thème astral, ça peut évoluer au cours de la vie, un même thème astral? Ah bien sûr, aussi bien qu'une personne qui n'est pas forcément sur un chemin de conscience, l'exemple que je peux donner, je ne sais pas si on pourrait afficher la carte astro maintenant, enfin dès que possible, merci. Une carte astrologique de naissance, imaginons que ça c'est une carte de naissance, hein, que quelqu'un est né à ce moment-là, tout ce qui est né à ce moment-là, vu que tout est un, partage exactement cette énergie. Que ce soit une galaxie qui s'est créée à ce moment-là, ou un poisson rouge qui a éclos de son œuf à ce moment-là, ou toi qui es né à ce moment-là, vous avez la même énergie que ça. Par contre, le poisson, il est déterminé par le programme de l'espèce. Il n'a pas le libre arbitre, il n'a pas la capacité à penser. Donc lui, il ne va pas y avoir de difficulté à dire, bon bah tiens, ascendant cancer, c'est un poisson, un poisson qui va être très émotionnel, donc du coup il va avoir peur de tout, il va se faire bouffer. Prédiction. Mais c'est pas difficile puisque c'est un programme. Par contre, nous les humains, on a le choix, soit de rester au stade de l'animalité, c'est-à-dire de ne pas déclencher de chemin de conscience, et du coup on va subir,
les énergies que le ciel nous a données à notre naissance. À partir du moment où j'éveille ma conscience, d'où est-ce que je viens? Qui est-ce que je suis? Où est-ce que je vais? Ces questions-là déclenchent le processus de la conscience, et à partir de là, le chemin est illimité. On n'a jamais fini de faire le tour de cette carte. C'est un peu comme si vous avez joué à Mario. Je pense que tout le monde ici est de la génération Mario. À Mario, quand vous jouez à Mario, vous allez déclencher des nouveaux pouvoirs, il va sortir des boules de feu, et puis une fois qu'on affronte le boss de fin, on passe au niveau suivant. Et c'est le même jeu. Bon, c'est le même jeu, mais il y a différents niveaux, les potentiels sont infinis, donc il n'y a pas de place à l'ennui, en fait, dans ce chemin-là. Donc ça veut dire qu'on a un libre arbitre. On a un libre arbitre, surtout dans la capacité à choisir la façon dont je vais utiliser mes événements, les expériences de ma vie, comment je choisis de les vivre. Cette astrologie-là, justement, elle va se baser sur des questions qu'on va se poser, comment on va formuler ces questions. Je sais que c'est un vrai sujet. Et puis, quel type de questions on peut poser? Alors, c'est un vaste sujet parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'astrologie, on va consulter l'astrologue en lui donnant nos coordonnées de naissance. Donc, date, heure, lieu. C'est l'empreinte vibratoire de notre incarnation. Mais ça, à l'échelle de l'humanité, ça s'appelle l'astrologie génétriaque. Mais c'est très récent. Jusqu'à nos grands-parents ou arrière-grands-parents, ils ne connaissaient pas leur date de naissance ou leur heure de naissance. Donc pendant des millénaires, on allait voir l'astrologue pour pratiquer une technique qui a été l'astrologie pendant des millénaires, c'était l'astrologie dite horaire. On va voir l'astrologue, on pose une question, et lui dit « Ok, j'ai entendu la question, stop », il regarde le ciel, il fait nuit, il regarde le ciel, il dit « Ah tiens, là, il y a Vénus dans tel signe, tiens, il y a un pigeon qui passe dans la constellation des poissons, ok, il va donner la réponse par rapport à ce qu'il voit dans l'instant. » Puisque tout est un, le moment où est posée la question inclut toutes les réponses. Il faut juste observer. Donc ça change toute la donne. Oui, parce que vous dites qu'en fait, on est un tout, et cette astrologie parle du tout. Et donc on est aussi, finalement, ces fameuses planètes qui nous parlent. Super question. Ce soleil, c'est ça qui nous... Ouais, c'est... l'astrologie est avant tout spirituelle. Moi, personnellement, si on me dit pratique l'astrologie pour savoir si je vais rencontrer l'amour la semaine prochaine, si je vais gagner au loto demain à 14h, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus de conscience, de nous souvenir de notre véritable héritage divin. L'astrologie met le doigt dessus. Elle met le doigt dessus, puisque si ça, c'est à l'image de qui vous êtes, c'est que vous êtes ça. Vous êtes l'univers. Et donc, si vous êtes l'univers, ça veut dire que Saturne, avant d'être une planète loin de nous, c'est une énergie en nous. Vénus, c'est en nous. Vénus, elle est dans la rose que vous croisez sur votre route. Saturne, il est dans le vieux monsieur qui vous a appris des choses quand vous étiez jeune. Mercure, il est dans votre téléphone portable. Et c'est ça, communiquer avec l'univers, c'est justement rentrer en conscience de communication avec toutes ces forces et se dire, mais waouh, en fait, c'est de l'énergie tout ça. Et donc, si j'harmonise les planètes en moi, les signes du zodiaque en moi, je recrée un système solaire harmonisé, et donc je me mets en cohérence avec le ciel, avec le divin. Et d'ailleurs, pour parler justement de cette spiritualité qui vous habite, vous avez une très jolie image dans votre livre, pour une expression pour remplacer la mort. Vous dites, il est né au ciel. On est au ciel pour pas dire on meurt. Alors, c'est pas de moi, hein, ça vient de l'orthodoxie, dans le christianisme orthodoxe, on dit naître au ciel. Et c'est une expression, d'ailleurs il y a plein d'expressions comme ça. Quand on dit quelqu'un meurt, on dit il a rendu l'âme. C'est très récent. Avant on ne disait pas il a rendu l'âme, on disait il a rendu l'esprit. Ce qui n'est pas la même chose. La lune dans un thème astrologique c'est l'âme, le soleil c'est l'esprit, l'ascendant c'est le corps. Et vous avez ce triptyque, corps, âme, esprit. Donc oui, effectivement, naître au ciel, c'est retourner à notre source originelle. C'est tellement plus doux finalement. C'est clair. Hein, comment est-ce qu'on fait pour éviter les étiquettes du style je suis comme ça parce que je suis Capricorne, ou je suis comme ça parce que je suis né Bélier? On les évite pas. On les évite pas. Je pense que c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui en Occident parce que l'astrologie, elle a été un peu salie par les horoscopes, parce que dès que je dis astrologie, tout de suite, automatiquement, mais même moi le premier, j'ai eu des années à dire je suis astrologue. Je disais je fais de l'astrologie. C'était un peu plus facile à passer. Parce que
il y a des connotations tout de suite qui vont avec charlatanisme, voyance, boule de cristal, barbe blanche avec un chapeau bleu. Et c'est pas ça, mais le problème c'est que c'est tellement imprégné dans l'inconscient collectif que ça demande juste de dire ah bah tiens, là on va re-responsabiliser, reprendre une posture juste, tout comme c'est très facile de dire par rapport à ce que vous disiez, tiens moi je suis quelqu'un de violent parce que j'ai Mars en Scorpion dans mon thème. Trop facile. C'est comme si je disais, moi, je tue des gens parce que j'ai un couteau dans mes mains. Le couteau, il n'est pas responsable de ce que tu fais avec. Un couteau, vous pouvez aussi bien fabriquer, cuisiner un magnifique gâteau avec ce couteau que de tuer des gens avec. Mars en Scorpion, n'importe quelle planète dans votre carte, soit vous la subissez, et effectivement ça peut faire des dégâts, puisqu'en gros c'est soit j'utilise une énergie, soit c'est elle qui va l'utiliser. Donc c'est vite vu. Moi je préfère la deuxième option. De me dire, je vais travailler ça, cette énergie en moi. Donc là où on a des difficultés dans notre vie, je ne sais pas si dans ma vie j'ai un problème avec la colère, je sais dans mon analogie que ça correspond à Mars. Donc du coup, je vais regarder dans mon thème, tiens, il est où Mars? Qu'est-ce qui me demande de travailler? Et en le sublimant, je résous ma problématique de colère. Donc ça nous permet d'aller à la source des choses, cette approche vibratoire responsabilisante. Là, vous écrivez dans votre livre, c'est ce grand-père que vous êtes, qui dit à son petit-fils Achille, l'astrologie, c'est l'art de te souvenir de cet héritage spirituel. Ça dit tout ce que vous venez de dire finalement. Là, c'est aussi le fin fond de notre nature, finalement, cet héritage spirituel, au-delà des astres. S'il y a certains d'entre vous qui s'intéressent aux textes sacrés de notre tradition occidentale, donc je parle du judéo-christianisme, on dit que Dieu a créé l'humain à son image. Si vous revenez en hébreu, Dieu se dit Elohim, mais sauf que im c'est un pluriel. Donc les dieux ont créé l'être humain à son image. Donc ça a donné à des portes ouvertes à plein d'interprétations, mais les dieux sont les différentes expressions divines. Les planètes représentent les différentes expressions divines que prend le divin pour orchestrer la création. Sauf que si on est fait à l'image de ça, ça veut dire que notre origine, elle est céleste, elle est spirituelle. Et qu'on peut rentrer en contact avec ces forces créatrices en nous pour retourner à l'image originelle. Et il y a deux forces très importantes dans l'astrologie, si je ne dis pas de bêtises, c'est le soleil et la lune. Parce que c'est des points très 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 clés de la Terre astrale. C'est clé tout simplement parce que la nuit, le jour quand on lève les yeux au ciel, l'évidence c'est le soleil, et la nuit quand on lève les yeux au ciel, l'évidence c'est la lune. Et puis il y a une grande humilité, je trouve, qui peut naître par la pratique de l'astrologie, parce qu'on se rend compte qu'il y a une orchestration, c'est une horlogerie tellement précise. Quand on regarde les phénomènes de rétrogradation, le mouvement des planètes, elles tracent au-dessus de notre tête, à chaque instant, des géométries sacrées. Vénus trace une étoile à 5 branches au-dessus de notre tête, chaque année. Donc ces forces géométriques célestes, c'est pour ça qu'il y a certaines traditions qui l'ont appelé le grand architecte de l'univers, parce que c'est d'une précision millimétrée. Vous voyez que le Soleil et la Lune font exactement la même taille de notre point de vue sur Terre, et donc le Soleil représente le roi. Il est le roi du royaume, c'est lui qui diffuse toute la lumière du vivant. 99,999% de la matière est composée d'énergie solaire. Donc tout est solaire, et on s'est éloigné de ça. La plupart des religions sont des cultes solaires, la plupart, surtout le christianisme. Pas pour rien que la messe se fait le dimanche, Sunday, le jour du soleil. Et que la lune, le soleil ne peut rien sans elle. Donc l'astrologie est aussi féministe. Le soleil ne peut rien sans la lune, parce que la lune, c'est elle qui, comme une maman, tourne autour de la Terre et la protège, pour lui transmettre le lait cosmique. Toutes les forces universelles sont synthétisées par la lune, et elle nous donne son sein, en fait. Et elle nous synthétise tout ça pour que ce soit assimilable. Et puis, toutes les autres planètes dans le royaume vont avoir une fonction. Donc, quand vous avez un royaume à cheffer, il faut bien qu'il y ait un messager qui va aller récupérer tous les messages du royaume. C'est Mercure. C'est cette énergie en nous de communication. Si on a un royaume à diriger, il faut veiller à ce qu'il y ait des bonnes ententes avec les voisins. Il faut avoir les bonnes alliances pour pouvoir se réaliser. Et là, il nous faut une Vénus. Vénus, c'est elle qui est chargée de ça, en nous. Donc là, vous pouvez vous poser la question, où est-ce que j'en suis avec cette énergie-là dans ma vie? Quand on veut gouverner un royaume, il faut forcément qu'il y ait de l'ordre. Donc il faut un chef des armées. C'est Mars.
Où est-ce que j'en suis de ma combativité dans ma vie? Où est-ce que j'en suis de mon courage, de ma force, de ma volonté? Quand on gouverne, il faut aussi quelqu'un qui va instruire spirituellement le peuple. Là-bas, il faut un prêtre. Ça, c'est Jupiter. Où est-ce que j'en suis par rapport à la place de la spiritualité dans ma vie? Puis je vais m'arrêter avec la dernière planète visible à l'œil nu. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qu'on appelle en astrologie parfois le vieux con. C'est Saturne. C'est lui qui est à l'opposé du Soleil. Dernière planète visible à l'œil nu qui regarde tout. Et lui, il veille. Ça me va pas, on effondre. Ça me va, on construit. Ça, c'est pas bon. Ça, vous recommencez tout depuis le début. C'est le rabat-joie de service. Mais il en faut un comme ça. Lui, c'est le serviteur du royaume. Où est-ce que j'en suis dans ma vie avec ma capacité à être discipliné, responsable, structuré? Ça, on aime moins, les humains. Mais voilà, comment on peut dealer avec toutes les planètes? Le Soleil, c'est notre esprit. Et il a besoin de l'âme, la Lune, pour pouvoir s'incarner et que nous puissions réaliser la mission spirituelle pour laquelle nous sommes venus sur cette terre. Et vous avez un petit truc mnémotechnique intéressant, à quoi ça sert? Lundi, la Lune, mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne, dimanche, mercredi, samedi, le Soleil. Ça sert à quoi? C'est un rapport entre les planètes et les jours? Les anciens, ça aussi, c'est une des branches qu'on a un peu perdue en Occident, malheureusement, mais qui est encore très présente en Inde, un peu trop à mon goût de façon fataliste, mais on peut le réapproprier, se le réapproprier. L'astrologie est très en lien avec l'alchimie. Les anciens alchimistes pratiquaient aussi la spagyrie. La spagyrie, c'est l'art aussi de créer des remèdes en y mettant les forces cosmiques dedans. Donc des plantes, des élixirs, quels qu'ils soient. Et donc les anciens avaient capté que chaque jour a une énergie différente. Et donc chaque énergie, on va lui donner un nom d'une planète. Comme ça, on sait que si je veux m'occuper de l'énergie de la Lune dans ma vie, je vais le faire le lundi. Et si j'ai besoin de développer Mars dans ma vie, je vais le faire le mardi. Et donc ça nous permet de pouvoir conseiller en consultation, par exemple, de dire à la personne, tiens, dans votre carte, là, cette planète-là, au moment de votre naissance, elle est sacrément en difficulté. Donc on vérifie tout ce que concerne cette planète. Imaginons Vénus, qui est en difficulté dans le thème. J'essaye de ne pas utiliser de jargon astrologique. Vous voyez, je n'ai pas dit Vénus qui est au carré de Saturne dans... je n'ai pas parlé de ça. Donc, Vénus est en difficulté dans la carte. Et la personne va lui dire, le vendredi, jour de Vénus, vous allez aller dans une association pour partager un bon moment avec des gens, tous les vendredis. On va dire, mais c'est quoi le rapport? Mais c'est qu'en fait, Vénus parle de ça, entre autres. J'aurais pu lui proposer plein d'autres choses. Mais le fait qu'elle fasse ça, ça va améliorer sa vie amoureuse. Pourquoi? Parce que Vénus représente sa vie amoureuse aussi. Donc le fait d'agir sur un secteur, sur un potentiel, ça vient améliorer tous les autres potentiels de cette planète. Et c'est en ça que c'est vibratoire. On peut proposer des remèdes avec les jours de la semaine. Alors, on parle des planètes qui sont visibles. Pourquoi les planètes cachées ont peut-être un autre aspect, un autre rôle? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Alors on en parle, hein, c'est juste que ça serait trop long si je vous parlais aussi des autres planètes. Il faut savoir que si vous allez en Inde, l'astrologie védique ne s'occupe pas. Ils savent que Uranus, Neptune, Pluton existent, hein, mais comme on ne les voit pas, on ne s'en occupe pas. Nous, en Occident, on les intègre. Moi, je les intègre, parce que dans ma pratique, je vois la différence quand je les intègre. Mais comme c'est des planètes qui vont au-delà de Saturne, et que Saturne parle des limites visibles de notre système solaire, il incarne donc les limites. Les limites de quoi? De la personnalité. Donc on les appelle les planètes personnelles, les 7 visibles à l'œil nu. Par contre, celles qui vont au-delà de Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, on sort du cadre. Donc si on sort du cadre, elles vont au-delà de ce qui n'est pas visible, donc au-delà de la personnalité, et là, elles parlent de la dimension métaphysique de l'être humain, qui sont, à mon sens, effectives vraiment que si la personne est sur un vrai chemin de conscience, quoi. Sinon, elles agissent, mais dans les profondeurs de ce que nous, on appelle les Occidentaux, l'inconscient. Mais elles sont importantes. Okay, ouais. Est-ce qu'on pourrait imaginer, Johan, parce que là on parle de notre système solaire, l'astrologie est basée sur notre système solaire, on sait qu'il y en a d'autres dans l'univers, ou du moins on le suppose, je ne suis pas très familier là-dedans, mais je m'imagine qu'il y en a d'autres. Est-ce qu'on pourrait imaginer que d'autres systèmes solaires aient un impact en fait sur nous sans qu'on en ait pris encore conscience? Alors il y a bien des systèmes, des milliers de systèmes solaires, si ce n'est pas des millions. Ça aussi, c'est une dimension qu'on a un peu oubliée, qu'on ne nous a pas transmis. Moi, quand j'étais petit, peut-être vous aussi, dans les manuels scolaires, on nous a vendu le Soleil qui est une boule au milieu et toutes les planètes qui tournent autour comme ça. Et le Soleil, il est fixe. Mais c'est faux, ça. Le Soleil, il voyage
autour de la galaxie. Donc c'est une fusée et toutes les planètes tournent autour de lui comme ça, comme une spirale comme ça, avec toutes les planètes autour. Il y a des vidéos sur YouTube, je vous les conseille, c'est magnifique à voir. Et ça vient remanier la perception qu'on a de notre place dans l'univers. Et donc, pour répondre à la question, si le Soleil représente, c'est lui qui régit, il est le responsable en chef du monde, du royaume dans lequel on vit. Donc, à mon sens, je ne pense pas que les autres systèmes solaires aient un impact sur nous. En revanche, on sait que dans la galaxie de la Voie lactée, c'est le nom qu'on lui donne, hein, nous on habite la galaxie de la Voie lactée. C'est notre palace, quoi. Et le Soleil, le système solaire, tourne autour de la galaxie de la Voie lactée. Et il met 28 000 ans à faire le tour. Et c'est là qu'il y a ça. On parle des ères, l'ère du Verseau, l'ère du Poisson. Ça, c'est passionnant aussi. Mais donc, moi, je ne m'occupe pas des autres systèmes solaires. Je m'occupe déjà de là où j'habite, c'est-à-dire dans le système solaire dans lequel on est. Il y a déjà beaucoup à faire avec ça. Ouais. On est toujours dans l'ère du Verseau en ce moment, c'est ça? Alors, il y a une grande polémique là-dessus. Moi, je m'en fiche un petit peu aussi. Les ères précessionnelles sont des âges qui dépassent l'entendement du mental humain, qui ont été répertoriés par les Védas. Les Védas en parlent. C'est l'âge de fer, l'âge de bronze, l'âge d'or, jusqu'à l'âge d'or, les derniers âges d'or. Là, on est au fond du fond. On est à la fin du Kali Yuga, qui est l'âge de fer. Et le Soleil met donc 28 000 ans à faire le tour des constellations. 28 000 ans, si vous divisez par 12, vous avez à peu près 2000 ans par-ci. 2157, je crois, un truc comme ça. Et donc, c'est là où on retrouve toutes nos traditions qui nous donnent les clés. Quand Moïse descend du mont Sinaï et qu'il voit le peuple en train de vénérer un taureau d'or, un veau d'or, et qu'il s'énerve, qu'il casse les tables de la loi et qu'il va sonner dans un chauffard. Un chauffard, c'est cette corne, je ne sais pas si vous avez déjà vu le peuple hébreu qui souffle à la nouvelle année, au Rosh Hashanah, dans une corne de bélier pour annoncer la nouvelle année. Ben, c'est que, en fait, il y a 6000 ans, quand Moïse descend du mont Sinaï, ça veut dire la montagne de la lune, et qu'il souffle dedans, c'est pour annoncer la fin de l'ère du taureau, le veau d'or. Donc quitter le signe du taureau, qui est tout en haut à gauche, là. Vous voyez, en rouge, il y a le bélier, à gauche, il y a le taureau. Donc il annonce la fin du taureau. Le peuple est en train de vénérer le taureau d'or. On était dans l'ère du taureau. On quitte, et avec l'ère du judaïsme, on rentre dans l'ère du bélier. Le bélier, c'est la tête. On l'appelle la religion de la tête. On en parlait ce midi, que la religion hébraïque est une religion où on pense beaucoup. On va réfléchir sur les choses. C'est la religion de la tête. Et ensuite, 2000 ans plus tard, c'est le signe suivant, arrive le premier poisson. C'est comme ça qu'on l'a appelé Jésus. Les poissons avec les pêcheurs. Et quand vous regardez les mitres, les papes, enfin pas les papes, les popes, vous regardez sur le côté, c'est une tête de poisson au chapeau, avec un petit œil de poisson. Parce qu'on est dans l'ère des poissons. Et 2000 ans plus tard, on y est, hein. Il y a quoi? Verseau. Verseau, c'est l'ère de la technologie, de la fraternité universelle, de la libération, de la spiritualité non soumise au dogme. C'est pas quelque chose, on y est, mais quand même, il y a quand même un essor des technologies, il y a quand même, on commence à parler de vouloir retrouver une sorte de fraternité, sororité universelle, d'une spiritualité qui se dégage du joug de l'institution dogmatique. Et donc pour moi, oui, de toute façon, c'est pas une porte, hein. On ne peut pas dire c'est bon, on y est entré, ou non, on n'y est pas encore. C'est qu'on y va progressivement. Et comme me l'a dit mon enseignant d'astro, quand je lui demandais, mais vous pensez qu'on y est ou pas? Il me dit, oh, mais ça va aller vite, il faut juste être un peu patient, ça va prendre à peu près 800 ans. Mais c'est vrai, à l'échelle de l'univers, c'est quoi 800 ans, 1000 ans? C'est rien du tout en fait. Donc voilà, c'est des ères qui nous renseignent sur là où on en est aujourd'hui et quel est le travail qui nous est proposé. Est-ce que j'ai le temps d'expliquer ça? Ouais. C'est que vous reprenez les textes à un moment, alors je suis désolé, je suis un peu nul en citation de quels endroits dans le texte c'est donné, mais à un moment, vous avez les apôtres, les 12 apôtres, le signe du zodiaque, qui demandent à Jésus, la conscience, le soleil, dis-nous quand viendra la fin du monde, la fin des temps, et qu'est-ce qu'on devra faire, en gros. Bon, déjà, ça, c'est traduit du mot éon en grec. Éon, ça ne veut pas dire la fin des temps, ça veut dire la fin d'un âge.
les ères précessionnelles. Il dit, quand arrivera la fin de l'âge, la fin de cet âge, vous allez rentrer dans un village et vous allez voir un homme avec une cruche d'eau. Cet homme avec une cruche d'eau rentrera dans un autre village. Suivez cet homme. Il dit, mais c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, vous étudiez le truc, il n'y a aucun homme qui porte des cruches d'eau. Ceux qui portaient les cruches d'eau, c'était des femmes. Par contre, quand vous étudiez le zodiaque, il y a un homme qui porte une cruche d'eau. C'est le signe du Verseau. Donc en gros, ce qu'il est en train de dire, quand viendra la fin de l'ère des poissons, vous allez voir un homme porter une cruche d'eau, le signe du Verseau, qui va vous proposer d'entrer dans un village. Suivez cet homme. Ça veut dire quoi, suivre cet homme? Les valeurs du Verseau, c'est l'amour du prochain. L'énergie Verseau, c'est la fraternité universelle. L'énergie Verseau, c'est tout ce qui va nous permettre de nous libérer, notre potentiel, de nous souvenir de notre héritage divin. Donc ce qu'il est en train de nous dire, c'est que le travail là qui nous est demandé, c'est d'installer cette nouvelle ère. Et elle commence par être installée à l'intérieur de chacun d'entre nous. Le dernier enseignement qu'il a donné, c'est « Aimez-vous comme je vous ai aimé ». C'est l'énergie Verseau. Si on parle de ces fameux 12 signes que tout le monde connaît a priori, vous parlez de ce classement par saison. Alors c'est intéressant, j'aimerais bien savoir quel rapport ça va avoir. Il y a les signes du début de saison, que vous appelez cardinal, on a le bélier, le cancer, la balance et le capricorne. Les signes du milieu de saison, que l'on appelle fixe, le taureau, le lion, le scorpion, le verseau. Et les signes de fin de saison, qui sont d'ailleurs des signes doubles, et qu'on appelle mutables, qui sont les Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons. Qu'est-ce qui va faire l'impact de la saison sur ces signes-là? Quel jeu ça va avoir? Vous voulez dire sur nous? Sur nous ou dans la définition du signe, dans le caractère du signe. Ah d'accord. Chaque signe cardinal, donc cardinal, cardos, c'est pivoter. Donc on pivote vers une nouvelle saison. Le signe va installer, il va impulser une nouvelle force vibratoire. On y est là, 21 mars, ça y est, impulsion vibratoire de la lumière le soleil qui va passer au-dessus de la ligne d'équateur, et donc ça y est, les jours vont rallonger. Donc il y a un ensemencement de la lumière divine que représente le soleil, et on le sent dans notre cœur. Si on est à l'écoute de notre état d'être, on sent qu'il y a de la joie qui revient, on sent qu'il y a une créativité qui revient. Il y a un ensemencement puisque le soleil vient ensemencer tous les végétaux, tous les animaux qui vont se mettre à vouloir s'accoupler. Mais nous, on n'est pas exclus de ça. Donc on a un ensemencement de notre conscience à ce moment-là. Après, le signe suivant, on est au solstice d'été, donc l'énergie cancer, qui va induire encore quelque chose, qui va nous faire rentrer dans les eaux de la matière profonde. Ensuite, on arrive à l'équinoxe d'automne, la balance, qui va induire quelque chose de nouveau. Équinoxe, equinoce, donc les jours égale la nuit. Et c'est en nous que ça se passe. On voit bien qu'à l'automne, pas pour rien que les fêtes juives sont toutes à l'automne, quasiment les plus importantes, parce que la lumière va commencer à descendre. Les nuits vont être longues que les jours. Donc c'est en nous que la lumière nous invite à descendre dans nos profondeurs. Et là, on arrive au moment qui christiquement est le plus important, le solstice d'hiver, Capricorne, où là, paradoxalement, le soleil est au plus bas de l'année, le 21 décembre. Vous regardez, vous pouvez juste regarder le ciel. Le soleil est au plus bas de toute l'année dans le ciel. Et là, il ne bouge plus. Pendant 3 jours. Les anciens disaient qu'il était mort. 3 jours plus tard, au 25 décembre au matin, le soleil se déplace d'1 degré nord. Et les anciens disaient qu'il était ressuscité. Vous connaissez cette histoire. Donc vous voyez bien que cette histoire-là, cette mythologie, je ne dis pas que ça n'a pas existé, ce n'est pas mon propos, mais ça s'appuie sur une connaissance qui dépasse, qui nous parle d'un processus qui a lieu en nous, en fait. Donc voilà comment les signes vont induire les choses. Donc ils prennent l'information vibratoire de l'impulsion qu'on a sous nos yeux, qui est donnée par le soleil. Ça veut dire que suivant la saison où on est né, la saison peut impacter aussi notre terre astrale? Ah bah totalement, totalement, parce que sa personnalité, ça va donner un tempérament particulier. Après, ce tempérament, on peut l'utiliser. Par exemple, moi je suis né en octobre, le soleil était dans l'énergie balance. Le meilleur signe dans lequel puisse se trouver le soleil, c'est le signe du bélier. C'est le printemps, le soleil ressuscite. Il va faire jaillir toute sa lumière. C'est le meilleur signe, on dit qu'il y est exalté en astrologie. Donc le pire signe dans lequel il puisse se trouver, c'est à l'opposé de ça. C'est à la balance.
C'est pour ça que l'énergie balance, quand l'automne arrive, l'équinoxe d'automne, il y a une nostalgie, il y a une tristesse en nous qui commence à arriver, on se dit, ah, la lumière s'éloigne. Et donc l'énergie balance est souvent marquée par cette nostalgie, cette tristesse. Sauf si elle va réparer ce rapport éloigné au soleil, qui fait que j'adore le soleil, j'ai besoin d'aller prendre le soleil. Donc si je vais récupérer cette lumière solaire, c'est pas une fatalité, c'est ça que je veux dire. Oui, au départ, ça impacte le tempérament, mais après, là, on va réparer la chose. C'est évolutif. Exactement. On peut travailler sur ce centaine. Il y a une notion qui est importante pour vous, si je vous ai bien lu, c'est l'impermanence des choses. L'impermanence des choses, c'est une notion importante pour avancer dans sa vie, dans son évolution. Et c'est quoi? Je crois que c'est Jodorowsky, tiré d'autres enseignements, qui disait que la seule chose permanente dans la vie, c'est l'impermanence. Et que les bouddhistes, par exemple, sont très impactés par la loi de l'impermanence. D'ailleurs, une des fêtes sacrées, les plus sacrées de l'année, c'est la pleine lune du Vesak, qui a lieu au mois de mai. Au mois de mai, la pleine lune du Vesak, le soleil est dans le signe du taureau, celui qui est tout en haut à gauche, là, dans la case 11, vous voyez en chiffre romain 11. Et donc en face, pile poil en face, on a le scorpion, dans la case 5. La pleine lune du Vesak, c'est quand le soleil est dans le signe du taureau, il éclaire pleinement le scorpion, qui est le signe de la mort, de l'impermanence. Donc nous, en Occident, on est une des seules cultures du monde à avoir un gros tabou sur la mort. En même temps, ce qu'on nous a vendu, c'est qu'on allait pourrir en enfer pour l'éternité. Il y a de quoi avoir peur. Dans toutes les autres cultures, quasiment, la mort est un passage initiatique. Et donc, vous avez peut-être déjà vu des moines bouddhistes qui vont faire des grands mandalas avec des grains de sable colorés pendant des semaines. C'est magnifique, c'est une œuvre d'art incroyable. Et dès qu'ils ont fini, ils font une petite prière, un petit rituel, et ils passent le balai. On se dit, mais non, pourquoi le sacrilège? Il fallait le garder, on aurait pu le vendre, on aurait pu l'exposer. Mais non, pour eux, en fait, ça vient travailler l'impermanence. La beauté de ce qu'ils les ont créé, elle s'est inscrite ici. Et ça, la forme, ben, je n'y attache plus. Donc l'impermanence, c'est le non-attachement à la forme des choses. Après, on est humain, voilà, c'est normal, hein, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être bon à travailler, de se dire, par exemple, scorpion. Si je vous parle du scorpion, là, je vais vous dire, vous savez, le moment qu'on est en train de vivre là, il est déjà en train de mourir. De toute notre vie, plus jamais nous ne vivrons ce moment-là. Même si demain vous revenez à la même heure, habillé de la même façon, vous n'allez pas être dans le même état d'être. On ne va pas dire la même chose. Ce moment-là, il est déjà en train de mourir. Et c'est peut-être ça qui lui donne toute sa valeur. Donc la loi de l'impermanence nous rappelle aussi la beauté et l'unicité de cette vie. Et alors pour vous, l'astrologie, ce serait quoi? Une langue vivante ou une science ancienne? Tout ça à la fois. C'est, comme on l'appelle, la mère de toutes les sciences. Mais nous, on a tendance à penser les sciences, les maths, la géométrie, la biologie. Pour les anciens, les sciences sont les sciences initiatiques qui permettent à l'être humain de s'éveiller à sa véritable nature, que sont l'astrologie, l'alchimie, la magie, la mythologie et le symbolisme. Donc, elle est la mère de tout ça, parce que dans l'astrologie, on retrouve toutes ces sciences. Il y a de l'alchimie, il y a de la numérologie, il y a de la mythologie, il y a tout ça dans l'astrologie. Donc, elle est très vieille. Moi, je pense qu'on ne peut même pas dater de là d'où elle vient. Je pense même qu'elle a été transmise par un courant spirituel non humain. Je ne suis pas en train de parler d'extraterrestres, forcément. Mais je pense que l'induction n'était pas humaine, comme plein d'autres choses. Et que c'est le langage universel. On va faire là un exercice ensemble. Vous allez nous parler d'astrologie horaire. Là, vous allez pouvoir avoir des réponses à des questions grâce à l'astrologie horaire. What is das? Ça veut dire c'est quoi? À peu près. L'astrologie horaire, comme je le disais au départ, on va voir l'astrologue, on ne connaît pas notre date de naissance. Donc si vous ne connaissez pas votre date de naissance, que ce ne soit pas un frein pour vous à consulter un astrologue. J'ai dit quoi? Alors, l'un ou l'autre, date, heure, lieu, s'il manque quelque chose, c'est pas grave. Parce que il y a un grand enseignant qui m'a dit un jour, tout astrologue a déjà lu une carte astrologique d'une façon excellente alors que c'était pas la bonne carte. Je vous promets que ça m'est déjà arrivé en séance. C'est-à-dire que je fais toute la séance pendant 1 heure
la personne, il y a plein de choses qui la traversent. Et à la fin, elle me dit, mais il y a une erreur sur l'année de naissance. Mais c'est elle qui m'avait donné cette date-là. Et là, j'étais bluffé parce que je me dis, attends, on n'avait pas la bonne carte. Donc comment c'est possible qu'on tape dans le juste? Donc ça prouve bien que l'outil, il est secondaire. C'est juste le courant spirituel qui passe à travers la personne et qui fait que ça nous dépasse. On est en face de quelque chose qui nous dépasse totalement. C'est une connexion. Exactement. Exactement. Donc l'astrologie horaire, c'est de... vous allez pouvoir poser des questions, et puis vous voyez là, ici, j'ai sorti la carte du Telegraph Event, parce que je parle anglais, 7 mars 2026, à 14h, c'est le moment où on a commencé à peu près cet atelier, on va dire, à Toulon. Donc j'ai pris l'ancrage du ciel, on va dire tel qu'il est. C'est pour Julie qui va me dire, non, pas totalement comme ça. Il n'est pas totalement comme ça, mais il est comme ça, disons. Ok? Il est comme ça. C'est juste que les constellations ne sont pas là. Mais nous, on ne parle pas de constellations, on parle des énergies solaires. Donc ça, c'est l'état vibratoire du ciel au moment où on est en train de parler. Et bien, si vous me posez des questions, et ben, je vais essayer, en tout cas, de lire qu'est-ce que le ciel est en train de me dire par rapport à la question qui a été posée. Donc sans besoin du signe, Pas besoin de corps de l'ascendant, naissance. Je vais la place du utiliser soleil. ce qu'on appelle l'astrologie horaire. Est-ce que ça vous dit qu'on essaye? Moi, ça me dit bien. Qui veut tenter sa chance? Alors, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Quelle question? La formulation est super importante. Exactement. Le mot question vient du mot quest. C'est la quête. Tous les mots où vous aviez un accent circonflexe, il a remplacé le S qui était au pied. Un chasteau, ça a donné un château. Un hostel, ça a donné l'hôtel. D'ailleurs, vous verrez aussi que le mot astre et le mot être, il y a un accent circonflexe, donc ça se disait estre, sauf que le A et le E dans l'ancien français, c'était la même chose. Donc un astre est un être, et un être est un astre. Donc quand vous êtes face à ça, la réponse qui va être donnée va être à la mesure de votre question. À question floue, réponse floue. À question prédictive, pas de réponse. Ou en tout cas, je vais tâcher de reformuler avec vous la question si elle est un peu trop prédictive. On peut déjà peut-être donner un petit coup de main. Ça veut dire que... Comment est-ce que je pourrais voilà, résoudre ce truc-là dans ma vie? En ce moment, j'ai tel problème. Qu'est-ce que je pourrais actionner pour le changer? Je suis plus intéressé par le comment que va-t-il se passer. C'est perso alors? Ça peut être perso. C'est forcément Pas personnel. obligé. Pas obligé. Par contre, vous ne pouvez pas me poser une question sur quelqu'un d'autre. Ah, je vais demander sur Emmanuel Macron et la guerre. C'était ma question. Est-ce qu'Emmanuel Macron va faire la guerre? Et là, on est pile dans la mauvaise question. Ah, Est-ce c'est- que- c'est- ouais. C'est prédictif. J'ai tout faux. Donc la réponse est oui. Non, je rigole. Mais oui, il est C'est là. pas- Oui, non mais. Hein? Alors, madame, Vous avez regardé? Si j'essaie mal formulé, vous m'aidez. Comment pourrais-je ouvrir mon cœur? oh, sacrée question. Il faut pas. Ah, il faut avoir un chirurgien. Dans le sens sentimental, Non. Communication. spirituel. Spirituelle. Alors, je vais plutôt faire une proposition. Est-ce que vous voulez que je donne directement la réponse ou que j'explique à peu près comment je lis ça? L'explication. L'explication. Donc là, moi, quand j'entends le cœur, tout de suite dans ma tête, c'est l'énergie lion. Parce que le lion, c'est le signe du cœur. Oui, mais sauf que c'est l'énergie du cœur, surtout pour l'amour, on va dire sentimental, par exemple. Là, la dame, comment vous appelez? Nadine nous dit c'est plus au niveau spirituel. Donc moi, spiritualité, il y a une planète qui dirige ça. C'est Jupiter, qui est ici. Et une maison. Alors les maisons en astrologie, c'est les différents secteurs de vie sur lesquels, à travers lesquels l'humain va se réaliser. La maison 9, la case 9, là, où il y a beaucoup de planètes, dont le Soleil, est dedans. Ok? Mais cette maison, elle est dans le signe des poissons. Vous voyez? C'est bon pour tout le monde? La case 9, elle est en face du truc bleu là, c'est le signe des poissons. Ça. En astrologie, chaque signe a une planète qui lui correspond. Une planète gouverne un signe. Le gouvernant de ce signe, c'est Jupiter et Neptune. Mais je m'en fiche pour l'instant des planètes loin.
Donc Jupiter me donne la réponse ici. Il est où? Dans le signe du Cancer. Il dit, ça va être important de s'éloigner des mémoires d'exigence envers soi-même, où la barre est mise tellement haute qu'on exige de soi avec une ambition tellement élevée que du coup, on va commencer à se fouetter à chaque fois qu'on n'y arrive pas. Et le Cancer nous dit, mais accepte, Nadine, ta vulnérabilité, ce qui fait de toi, non pas un surhomme, une surfemme, mais justement un être humain à part entière, conscient de ses failles, de ses émotions, de ses blessures, de ses peurs. Si vous osez plonger là-dedans, Jupiter va vous offrir cette ouverture spirituelle qui est de mise que si vous acceptez votre humanité. En gros. Est-ce que ça résonne pour vous? Okay. C'est pas moi, c'est Jupiter. Alors, qui veut tenter ici? Qui a une question? Qui pourrait commencer par comment? Par exemple? Bonjour. Alors moi, c'est donc le comment, ce serait, je suis du signe Balance, je vais retomber peut-être dans un cliché que j'entends souvent, c'est la difficulté du choix. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir du mal à choisir même une direction de vie, que ce soit dans le cœur ou professionnellement. Donc j'ai l'impression d'avoir du mal à faire un choix parce que j'ai pas envie de choisir entre l'un ou l'autre, c'est comme si je voulais tout à la fois. Et j'ai du mal aussi à le communiquer. J'ai du mal dans la communication de savoir ce que je veux et comment le communiquer. Voilà. Identifier le besoin, on va dire, le désir. J'ai du mal à identifier le désir. Et à l'exprimer. Et à l'exprimer. Ok. C'est comment votre prénom? Geoffrey. Geoffrey. Ça vous dérange si on se tutoie? Non. Le signe de la balance, elle penche d'un côté et de l'autre quand elle est désaxée. Ça veut dire qu'il lui manque l'axe à la balance quand elle est désaxée. Et l'axe d'une balance, on appelle ça un fléau. Le fléau en astrologie, c'est Saturne. C'est lui qui donne l'axe, l'ancrage. Vénus, c'est la planète qui dirige la balance. C'est la planète de l'harmonie, de la douceur, de l'équilibre, etc. Exactement au moment où on est en train de parler, tout en haut où il y a écrit MC, tout de suite à droite, il y a une croix marron avec une boucle. C'est Saturne. Collé à lui, à droite, la planète rose avec une croix, Vénus. Les deux sont ensemble. Donc là, il pourrait dire quelque chose du genre, c'est dans le signe du Bélier. Vous connaissez le symbole yin-yang? Yin-yang, c'est que un côté est connecté à l'autre. Je n'ai pas dit yin et yang. Si je dis yin et yang, je les sépare. C'est yin-yang, ça va ensemble. Il n'y a pas à séparer le yin et le yang. Le yin n'est pas yin sans le yang n'est pas yang sans le yin. Et bien l'astrologie, c'est la même chose. La balance est toujours connectée au bélier. Le poisson est toujours connecté à la vierge. Donc ça, je donne la réponse du coup pour tout le monde. Selon votre signe solaire, une balance ne peut incarner son énergie balance que s'il a intégré sa polarité bélier. Si vous êtes Sagittaire, le Sagittaire ne peut incarner son énergie pleinement que s'il a intégré sa polarité Gémeaux. Donc la balance, si elle souffre trop d'indécision, d'hésitation, le travail que nous donne Saturne à effectuer pour Vénus, ils sont collés, c'est d'aller développer l'énergie bélier. Or, le bélier est gouverné par Mars. La volonté, la prise de décision, le leadership, la capacité au courage. Donc, en général, moi je conseille, c'est un peu une déformation professionnelle, de faire un art martial, Mars, ou un sport. Quelque chose, parce que quand tu es face à un adversaire, si au moment où il t'envoie un coup, tu hésites, il n'y a pas le temps d'hésiter. Donc la pratique de l'urgence que représente Mars, une discipline sportive où on développe notre courage, notre volonté, notre prise de confiance en soi, notre dynamisme, ça va te permettre d'équilibrer la balance qui est trop dans l'hésitation. Et surtout, ça c'est personnel pour toi, je veux dire, Saturne, c'est une planète qui va avoir tendance à frustrer, interdire. J'ai pas le droit de. Je t'invite à te questionner, pas forcément pour ici, mais par rapport à ton vécu, ton passé. Quelle est l'autorité dans ta vie qui a interdit ou qui t'a interdit de répondre à tes besoins, à tes désirs, au point où aujourd'hui tu as du mal
à aller les communiquer, les exprimer. Saturne, c'est l'autorité. Ça peut parler de l'autorité abusive qui soumet les besoins, les désirs. Et donc ça fait derrière que je m'interdis de réaliser mes besoins et mes désirs. Est-ce que ça te parle, ça, ou pas? Oui, ça me parle. Merci beaucoup. Merci. Alors, qui prend le micro? Oui. J'entends pas le monsieur, je suis désolée. Vous n'avez pas parlé, je suis désolée. Excusez-moi. Pas de souci. Dominique, bonjour. Bonjour Dominique. À un moment de transformation de ma vie qui dure déjà depuis quelques années, je suis attirée par de nouvelles perspectives professionnelles autour du bien-être, qui sont, j'ai l'impression, fortement guidées par la spiritualité. J'y vois pas très clair. J'aimerais savoir comment je pourrais éclairer ce chemin. Professionnel? Professionnel. Enfin, c'est professionnel, il y a tellement de personnel à l'intérieur que c'est très lié. Ok. Je réfléchis à la question en même temps. C'est Dominique, hein, c'est ça? La vie professionnelle, en astrologie, il y a un secteur qui parle de ça. Alors là, je réduis un peu, parce que si vous lisez des manuels d'astrologie, on va dire, alors, la maison 2, c'est comment je gagne mon argent. La maison 3, c'est ma façon de communiquer. La maison 4, c'est mon foyer et ma famille. Comme si on réduisait toute la carte à un seul secteur. Mais l'ensemble de la carte parle de ça. Toute la carte est à prendre en considération. Y compris, oui, tous les segments colorés qu'il y a au milieu. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle les aspects. C'est les angles que les planètes prennent entre elles, comment elles communiquent. Alors, s'il y en a qui se mettent dans un angle qui est un peu conflictuel, ok, ça mène un blocage. L'autre, elle se prend un bâton dans les roues par Vénus. L'autre, donc c'est un bordel, quoi. Donc, c'est ultra complexe. Vous voyez bien que de ce point de vue-là, un horoscope qui se base juste sur la boule orange là-haut et le soleil, qui dit alors, aujourd'hui, les poissons, pouf, on s'occupe que du soleil. Et on zappe tout le reste. C'est un non-sens, c'est n'importe quoi, c'est pas de l'astrologie, ça. Donc, pour en venir à la question de Dominique, la maison 10, la case 10, qui est tout en haut, elle est dans le signe du Bélier aussi. C'est elle qui parle de la réalisation. Alors, le Bélier, déjà, il nous donne des indications, hein, la capacité à oser se lancer, à oser entreprendre. Et Saturne, qui vient de passer dedans la semaine dernière, ça c'est valable pour tout le monde, mais si je l'applique à la question, Saturne c'est Chronos. Chronos c'est il est temps. Donc il dit, même s'il y a des peurs, même s'il y a des obstacles, même si l'histoire que je me raconte, Saturne il dit, on y va. Il est temps d'y aller. Et en y allant, malgré les peurs, dans les arts martiaux, on va dire que la plus grande qualité de celui qui a peur, de celle qui a peur, c'est le courage. Quelqu'un qui n'a pas peur ne peut pas développer du courage. Donc si on a peur, c'est une bénédiction, parce que ça veut dire que le potentiel qui est derrière qu'on peut activer, c'est le courage. Donc là, pour la vie professionnelle, vu que c'est dans le signe du Bélier, il est temps de développer le courage, mais on a aussi, je peux le faire avec mon nom, non, à gauche, le petit K orange et puis le petit C vert, hein. Ça c'est des astéroïdes. Je ne travaille pas souvent avec les astéroïdes, mais ceux-là je les aime bien. Le premier c'est Chiron. Je peux vous demander votre âge, Dominique? Ok. Ok. Chiron met 50 ans à faire le tour du zodiaque. Et Chiron c'est le centaure blessé. Vous êtes quel signe? Ok. Chiron met 50 ans à faire le tour du zodiaque, et c'est le centaure blessé, c'est le guérisseur, Chiron. Et collé à lui, Cérès, c'est l'astéroïde qui parle, c'est Déméter dans la mythologie. C'est elle qui va s'occuper des esprits de la nature, c'est la déesse des agriculteurs, des soignants, etc. Donc quand les deux s'accouplent là comme ça, dans la réalisation professionnelle, on se dit, mais tiens, il y a une expertise qui a été développée avec le temps, mais cette expertise, elle est interdépendante de la capacité à prendre conscience de l'utilité que vous voulez avoir au niveau professionnel. Tant que ce véritable service et que cette véritable utilité n'a pas été conscientisée, il ne va pas y avoir le moteur bélier pour pouvoir y aller. Donc en 1, ça dit, il faut que je prenne conscience de l'utilité que je veux avoir. Il faut que je prenne conscience aussi de l'expertise que j'ai développée. Chiron, vous l'entendez dans chiromancie, chiropraxie, c'est les mains, chiro. Donc il y a peut-être quelque chose avec les mains. Et puis le bélier, on y va, on actionne les mains pour faire les choses dans la matière. Et dans les 7 métaux, Mars représente le fer. FER, mais aussi le fer, FAIRE. Donc,
Vous entendez le vieil adage, et je conclue là-dessus pour vous, Dominique, le vieil adage qui nous dit, vous voyez la main de Fatma? Vous avez déjà vu la main de Fatma? C'est savoir, vouloir, pouvoir, oser le faire. Au début, il faut le savoir, parce que sinon je suis ignorant. Donc il faut que j'ai conscience des choses. Donc le savoir va m'amener cette conscience. Le savoir m'amène un pouvoir. Quand je sais, je peux. Savoir, vouloir... Pardon, j'ai oublié la volonté. Le savoir amène la volonté qui va permettre de pouvoir. Savoir, vouloir, pouvoir, je vais pouvoir oser. Bélier. Et donc là, on en est au stade d'oser, puisque c'est Mars qui en parle. Et si on ose, bah on le fait. Donc là, Bélier, il est impulsif. Hein. Soyez impulsif. Ça va, les courage. Alors, juste une dernière chose, ça veut dire que ce qui est valable pour Dominique est valable pour nous tous. Non, parce que là, j'ai répondu par rapport à ce que j'avais envie de répondre dans la carte. Donc, si quelqu'un me repose la même question, à mon avis, je vais aller chercher autre chose. mais ceci dit, peut-être que d'autres peuvent prendre cette information pour eux. Ah, Pourquoi ça, c'est une super santé. question. Merci, Florent. Vu que tout est un, et qu'il n'y a que notre mental diviseur, là, je vous rappelle que diabolos, veut dire le diviseur. Donc celui qui divise, le diable, c'est notre mental, qui nous perçoit séparés. Mais si on est en fait un, vous voyez, c'est comme la main. Il y a une histoire qui dit dans la main, il y a le pouce qui dit, vu que je suis le plus gros, c'est moi la main. Le majeur, il dit, moi je suis le plus grand, c'est moi la main. Et puis le petit doigt, il dit, c'est pas parce que je suis le plus petit que je suis pas la main. Mais la main, elle est composée de tout ça. Donc l'unité divine, elle est composée de nos individualités propres. C'est ça, être un. C'est pas je me débarrasse de l'ego pour dire ah, ça y est, je suis redevenu le un et il n'y a plus de personnalité. Donc ce qui veut dire que si tout est un, et que ce ciel-là parle de cette unité que nous représentons, moi inclus, ça veut dire que ce que je suis en train de répondre, demandez-vous, hein, en quoi est-ce que je suis concerné par la réponse qui est donnée? Moi, en quoi je suis concerné par ce que je viens de dire à Dominique? C'est pour ça que j'enregistre, parce que je vais réécouter et me dire alors, qu'est-ce que j'ai dit pour moi là aussi? Donc, posez-vous la question là-dessus. Qui veut prendre la parole? Bonjour. Bonjour. Une question me taraude depuis très longtemps. Comment trouver sa mission de vie de manière claire? Je veux dire par là l'ancrage, le fait de ne plus être dans le déni et foncer. T'as quel âge? 24. Bravo d'être là, déjà. C'est toi qui es passé sur scène ce matin? Oui. Comment tu t'appelles? Nil. Nil. Richard, comment s'appelait ce matin? Vous avez parlé des âges de vie qui durent 30 ans. Ton numéro? C'est quoi ça? Les 3 cycles. Alors en fait, on incarne en théorie le mois de naissance. Le mois de naissance, c'est un peu ce que l'âme a décidé de vivre en incarnation en tant un bébé, un enfant, un adolescent et un jeune adulte. Et la vie nous demande de devenir acteur à partir de notre jour de naissance. Et là, il ne faut pas se rater. Donc Nil, je crois que tu es né le 16. Donc le 16, c'est le jour de naissance. Et le 16, ça fait encore du 7. Donc forcément, pour moi, comme je l'ai dit ce matin, mais après on va voir par rapport à la carte du ciel d'aujourd'hui, tu es fait pour se socialiser à travers une connaissance, une théorie, un intellect, pour élever en général les âmes, puisque toi tu ne peux pas être dans le mimétisme, tu es là pour amener une valeur à rajouter par ta différence, qui serait bon d'assumer. Et ils ont un nom, ces cycles, en numéro? Il y a une période formatrice, productrice et la moisson, donc l'année de naissance. Ok, merci Richard. Je t'en prie. Du coup, en astrologie, Nil, Saturne, qui est le maître du temps, c'est une planète qui met 28-30 ans, selon les cycles, hein, entre 28 et 30 ans à faire le tour du zodiaque. Donc Saturne représente le maître du temps. Et lui, comme je l'ai dit, son rôle dans le royaume cosmique qui est en toi, dans la mission que tu viens accomplir, lui, il veille à l'intérieur, il est l'autorité intérieure qui dit « Ok, là le chemin il est bon, là il n'est pas bon, on va lui tout écrouler pour qu'il change de route. » Sauf que nous, les humains, quand la vie écroule des choses, on va répéter la même chose. « Ah,
la vie elle m'a enlevé ça, je veux refaire encore parce que moi j'aimais bien ça. Oui, mais c'était pas la bonne route. Donc Saturne, comme il met 28-30 ans à faire le tour du zodiaque, la première phase de vie en astrologie, elle va de la naissance jusqu'à à peu près 28-30 ans. Ce qui veut dire qu'un être humain, à 14 ans, de lui demander qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie, du point de vue astrologique, vous voyez le problème. Saturne, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait vécu des expériences, des épreuves, qu'on se soit éprouvé. Épreuve, exprimer la preuve. Pour exprimer la preuve, il va bien falloir que je vive des expériences. Arrivé à 28 ans, pour tout le monde, s'opère une transition qui va à peu près durer 2 ans, 2 ans et demi. Jusque-là, on était dans l'élaboration de la construction de la colonne vertébrale de notre personnalité. C'est là où t'en es mis. Sauf que Saturne, il peut donner beaucoup de pression. Tranquille, tu as jusqu'à 28 ans pour t'autoriser à faire des week-ends comme ça, aller chercher, questionner, te tromper, t'autoriser à te tromper, à tomber, à te relever. C'est quel signe? C'est bon. À être curieux, à aller apprendre plein de trucs. Va apprendre plein de trucs. Et ensuite, on rentre dans la deuxième partie de vie, qui est très intéressante pour Saturne, qui va du coup de 30 à 58 ans. 58-60. Et là, on va grimper la montagne sacrée de notre vie. Et quand on grimpe la montagne, bah, c'est là où on va se tromper de chemin, on fait retour en arrière, on tente d'autres trucs, on rencontre des gens, on vit notre vie, quoi. Et arrivé à 58-60, on rentre dans la troisième phase de Saturne, qui est la plus intéressante dans une vie humaine consciente, ce qui veut dire qu'un système social dans lequel on nous dit vous partez à la retraite et vous valez plus grand chose, au moment où spirituellement c'est là où on vaut le plus, on a un problème encore. Donc 60 ans, c'est là où les choses commencent, sérieusement. Et c'est pas pour rien que dans toutes les histoires initiatiques, les prophètes qui ont eu une œuvre divine à accomplir, c'est un âge avancé. Hein. C'est ni à 20, ni à 30, commence à peu près à 40 ans. Quoi. Donc, pour toi, patience, tranquille, autorise-toi, surtout avec une énergie Gémeaux, à considérer la vie comme une grande cour de récréation dans laquelle il y a du toboggan, il y a des gens là-bas qui jouent un 2-3 soleils, il y a de la balançoire, il y a un foot qui se fait avec les potes là-bas. Il faut que tu ailles tout faire pour qu'à 28-30 ans, tu puisses te dire « Ah, et ben maintenant je vais être en mesure de choisir. Ça j'aime pas, ça j'aime pas. » Et le dernier point que je te donne, qui vaudra tous les points pour toutes les questions, bien plus que un faux prophète, un astrologue gourou, que n'importe quelle personne qui pourrait te dire ce que tu as à faire dans ta vie, la méthodologie, elle nous a été donnée déjà dans nos textes initiatiques. L'énergie christique nous a dit, si tu veux savoir quelle est ta mission de vie, t'imagines la prétention que j'aurais, moi, de te dire, voilà ce que c'est ta mission de vie, Émile. Je pourrais pas me regarder dans une glace après un truc comme ça. Parce que ça voudra dire que j'ai pris le pouvoir sur ton chemin. Bien sûr, c'est pour ça que je te donne quand même des indications. En revanche, la méthodologie dont je voulais te parler, elle nous a été donnée. Demandez et vous recevrez. En 1. En 2, cherchez et vous trouverez. En 3, frappez et on vous ouvrira. Donc, moi, le conseil que je te donne, c'est que quand tu le sens chez toi, si tu as un petit hôtel, que tu as un endroit sacré dans le monde, là où tu habites, un soir, tu t'y rends, tu t'allumes une petite bougie et tu fais ta demande. Si ta question, là, c'était quel est mon chemin de vie, quelle est ma mission, je crois que c'est ça, eh bien, demande au plus grand des enseignants, quel que soit le nom que tu lui donnes, montrez-moi où est ma véritable place dans cette vie. Comme tu as demandé, tu vas recevoir. Tu vas recevoir quoi? Des indications. Donc il va falloir que tu te mettes à chercher. Donc la quête va commencer. Et donc tu vas trouver. Tu vas trouver quoi? Des portes auxquelles il faudra frapper et on t'ouvrira. C'est une méthode. Quand vous faites un gâteau au chocolat et que c'est une méthode, la recette, c'est sûr que si on vous dit qu'il faut mettre 300 grammes de chocolat, si vous mettez 300 grammes de chocolat et que vous mettez des fraises, vous ne pouvez pas après cracher sur vos parents ou le ciel en disant « Oui, moi je comprends pas, la vie elle est contre moi, je voulais faire un gâteau au chocolat et en mettant des fraises, j'ai un gâteau à la fraise. » Loi de cause à effet. C'est j'applique la recette, je récolte la recette. Donc la recette, elle nous a été donnée spirituellement. Si tu le fais, tu verras par toi-même les réponses que le ciel va t'envoyer. Par contre, c'est sûr que tu ne pourras plus faire comme si de rien n'était. Parce qu'une fois que les portes te seront présentées, tu ne pourras plus dire « je ne les ai pas vues ». Donc autant en trouver beaucoup d'abord. Alors, on a encore une question. On peut. Allez, encore une question. Pierrette, bonjour. Ma question, c'est comment puis-je développer ma médiumnité?
Ah, c'est la question du week-end. Je la répète. Oui. Comment puis-je développer ma médiumnité? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? La maison 8. Ok, il y a deux choses que je vais prendre ici. Alors attendez, il faut que je regarde bien. La maison dite de la communication, en astrologie, c'est là j'ai la bonne taille, la maison 3, celle-là, la case 3. Cette maison 3, c'est une maison de communication, verbale, de mise en mouvement, etc. Et elle est dans le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge nous donne déjà une indication qui est l'aspect technique des choses, l'aspect rationnel des choses. Vous voyez que quand on parle de médiumnité, on quitte le monde de la rationalité. C'est-à-dire que dans médium, on a med. Med veut dire au milieu. Tout comme Mercure qui est le médiateur des dieux. Donc c'est celui qui se situe au milieu entre les dieux et les humains. Donc un médium, un journaliste est un médium. C'est quelqu'un qui est au milieu entre une source d'information et la destination à laquelle il doit transmettre cette information, c'est-à-dire la masse des gens. Donc un médium, il se situe au milieu. Mais pour être au milieu, il faut qu'il ait à la fois une connexion vers l'autre côté, mais aussi, surtout, énergie vierge, un ancrage fort au sol. Cet ancrage fort au sol de la Vierge, il faut une technique, il faut un support avec la Vierge. On n'est jamais... mais par exemple, là, ce que j'utilise, je ne sais pas si c'est médiumnique ou quoi, je m'en fiche. Je ne me suis jamais posé la question, je n'ai pas envie de me poser la question. Ce qui m'intéresse, par contre, c'est de me dire, imaginons que je n'avais pas mon meeting, si vous me posez la question, je ne sais pas sur quoi je me reposerai pour répondre, je partirai dans mes trucs, je me dirai, ah, ça se trouve, c'est un délire personnel que je suis en train de me faire pour lui donner la réponse. Là, je fais reposer mon intuition dans un cadre. Ça, c'est quelque chose qui m'empêche de fuir ailleurs. Donc, j'utilise mon support à moi, Johan, qui est l'astrologie, pour pouvoir vous donner mes réponses, de façon créative, avec ce que je ressens, avec ce que ça me parle. Et donc, pour vous, la première question que je vous renvoie, c'est quel est votre support? Il vous faut un support technique. Et la Vierge, elle est méticuleuse. Hein. Il lui faut une technique qu'elle maîtrise à la perfection. Si vous avez une technique, elle vous permet d'avoir cet ancrage. Il y a une connexion à la nature avec la Vierge, donc n'hésitez pas à vous connecter à la terre, pieds nus, marcher pieds nus. Et puis, il y a lui qui m'intéresse, c'est la queue du dragon, Ketu. Dans l'astrologie de l'Inde, Ketu, très important parce qu'il parle des mémoires de l'âme. Donc là, la question qui est à se poser, qu'est-ce qui dans vos mémoires d'âme vous amène dans le côté négatif de la Vierge? À quoi est-ce que je suis encore trop fermé, trop pragmatique, trop terre-à-terre, trop esclave, trop asservi? Si vous modifiez cette mémoire-là, ça va ouvrir le signe qui est opposé, qui est complémentaire, les poissons, qui est le signe de la médiumnité, dans lequel se situe le grand communicant des dieux, Mercure, qui est la planète verte là avec les... Vous voyez, Mercure dans le signe des poissons. Dans le signe des poissons, il est dans le pire signe dans lequel il puisse se trouver. Pire, pas par rapport à vous, hein. C'est-à-dire que lui qui a besoin de rationnel, notre mental, il a besoin de rationnel, de concret. Quand il est perdu dans les sphères des poissons totalement mystiques, il est plus rationnel, il est noyé le mental. Donc pour vous, cette médiumnité, je ne pense pas que ce soit elle le problème. Je pense que c'est l'autre côté qu'il faut aller travailler, c'est justement le support qui va vous permettre de faire la place à cette médiumnité. Ça vous va? Oui, bien, merci. D'accord. Et bien en tout cas, c'était super intéressant. Merci. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Et comme Johan Rock et quelqu'un, Roche, pardon, et quelqu'un, je dis Rock. Parce que à la base, il y avait un E dans mon nom de famille, et quand ma grand-mère est arrivée en France, ils ont oublié de mettre le E. Elle l'a perdu. On a perdu le E. Elle a perdu le E. Donc, quand on a Johan Roche avec nous, il y a plein de surprises. Et là, on a une autre surprise. Alors, je ne suis même pas au courant pour tout vous dire. Il y a un petit final qu'on peut faire, pas ensemble, mais... Ouais. Parmi les remèdes astrologiques, on va, par exemple, si vous avez un problème avec Vénus dans votre thème, l'astrologue, surtout en Inde, va vous proposer le mantra de cette planète. Il va dire, le jour de Vénus, vous allez faire le mantra de Vénus. Et vous allez prier. Ce n'est pas un truc à l'extérieur. On n'est pas dans l'adoration des planètes.
On est dans le fait d'invoquer. Invoquer, invocare, appeler à l'intérieur. Donc j'appelle à l'intérieur de moi l'énergie qui me manque dans ma vie par un mantra qui est composé de sons sacrés. Alors ça s'est perdu en Occident, donc vous pouvez les faire en hébreu à la limite, il faut que ce soit une langue sacrée. Une langue sacrée, c'est une langue à partir de laquelle un texte divin a été révélé. On l'a en hébreu, on l'a en sanskrit, on l'a en arabe, les 3 grands livres de notre Occident, on va dire. Et donc, mais là, je vais vous le faire en sanskrit. Donc, ça veut dire que c'est là qu'on est justement. Exactement. Si on peut voir le visuel, mettre les mantras. C'est ça. Et je vais vous expliquer, parce que Mélissa nous a ramené sa guitare, sinon vous n'auriez pas pu avoir ça. C'est la guitare perso. C'est la guitare. Et donc, on va chanter maintenant. Vous allez chanter. Parce que ce que je vous donne ici, on a combien de temps, Florent? Oh, on a 3 quarts d'heure. Non. Trop tard. Il s'est fait On a 5 féliciter. minutes. Ça va, c'est large. Magnifique. Donc, à gauche, je vous donne l'ordre des planètes, les ronds. Ok? On a la Lune, dont le mantra est Om Somaya Namaha. En dessous, Mercure, dont le mantra est Om Buddhaya Namaha. Alors, Namaha, mais ça se prononce Namha. Vénus, Om Shukraya Namaha. Namaha. Soleil, Om Suryaya Namaha. Mars, Om Kujaya Namaha. Jupiter, Om Brihaspatiye Namaha. Saturne, Om Shanisharaya Namaha. Et ensuite, on a les nœuds lunaires qui, dans l'astrologie de l'Inde, sont aussi puissants que les planètes. La queue du dragon et la tête du dragon, Rahu et Ketu. Om Rahuve Namaha et Om Ketuve Namaha. Qui connaît son ascendant ici? On fait l'inverse, pardon. Qui ne connaît pas son ascendant? Ok. C'est mieux si je vous le donne avec l'ascendant. Mais si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous appliquez ce que je vous dis là avec votre signe solaire, c'est pas grave. Je vais vous donner, du coup, la planète qui gouverne votre carte astrologique. Celle à laquelle vous êtes connecté, votre planète protectrice. Si vous avez un ascendant ou signe solaire, mais privilégiez l'ascendant. Ascendant Cancer, la Lune. Ascendant Vierge ou Gémeaux, Mercure. Ascendant Taureau ou Balance, Vénus. Ascendant Lion, Soleil. Ascendant Scorpion ou Bélier, Mars. Ascendant Poisson ou Sagittaire, Jupiter. Et ascendant Capricorne ou Verseau, Saturne. Tout le monde a sa planète? Mais bon, plutôt que de faire un seul mantra pour votre planète, allons rééquilibrer tout le système solaire à l'intérieur de nous. Donc je vais vous chanter le mantra des planètes et vous allez me suivre. Je ne sais pas si ça va marcher. Hein? Je vais essayer de voir. Ouais. Donc on va descendre. On va commencer par la Lune et on va descendre toutes les planètes. Le mantra. Je chante le mantra, d'accord? Et ensuite, vous allez me suivre. Ça fera. Je l'accélère. Ça fera. Om Somaya Namaha, Om Somaya Namaha, Om Somaya Namaha. Et il manque une phrase. Siddhi Gurudev Namaha. Et après, on passe à la planète suivante. Om Buddhaya Namaha, Om Buddhaya Namaha, Om Buddhaya Namaha, Siddhi Gurudev Namaha. Et ensuite, on descend. Ça va? Siddhi Gurudev Namaha. Alors, la guitare, vous l'entendrez peut-être pas beaucoup, mais c'est juste pour accompagner. Ça va? Ça fera. Ok, on y va. Om Somaya Namaha. Om Somaya Namaha. Om
Shukraya Namaha. Om Shukraya Namaha. Om Shukraya Namaha. Siddhi Gurudev Namaha. Suryaya, le soleil. Om Suryaya Namaha. Om Suryaya Namaha. Om Suryaya Namaha. Siddhi Gurudev Namaha. Kuja. Om Kujaya Namaha. Om Kujaya Namaha. Om Kujaya Namaha. Siddhi Gurudev Namaha. Brihaspatiye. Om Brihaspatiye Namaha. Om Brihaspatiye Namaha. Om Brihaspatiye Namaha. Siddhi Gurudev Namaha. Dernière planète. Om Shanisharaya Namaha. Om Shanisharaya Namaha. Om Shanisharaya Namaha. Siddhi Gurudev Namaha. Merci tout le monde. Ça vous a plu? Vous êtes bien? Ce livre s'appelle Astrologie expliquée à mon petit-fils. C'est vraiment le livre sur l'astrologie le plus original que j'ai lu. C'est de la poésie, on peut dire ça. Ça se lit comme un roman, c'est écrit comme un roman. Je vous dis, c'est de l'anticipation totale. Mais par contre, ce qu'il y a dedans, c'est très réel. Donc c'est une manière poétique d'expliquer l'astrologie. Et j'ai envie de dire presque que ce livre-là, finalement, ça pourrait être... Alors, évidemment, il faut avoir cette science-là, quand même, mais ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait passer à ses petits-enfants. C'est quelque chose qu'on pourrait transmettre. C'est une histoire de transmission. C'est une très belle histoire de transmission. J'aimerais qu'on remercie très fort Johan Roche. Merci tout le monde. Et quand on parle de poésie, dans un instant, on va s'envoler vers des rêves. On n'est pas loin, entre les rêves et l'astrologie, finalement. Je vous propose une petite pause. Alors, la librairie Germaine est ouverte. Peut-être Johan a le